Bienvenue pour la reprise du Café du Commerce qui, comme vous le savez, passe d'un rythme mensuel à hebdomadaire à la demande générale. Et nous accueillons Graziella Melchior, députée Renaissance du Finistère. Bonjour. Agnès Lebrun, Isson La Bretagne, conseillère régionale. Bonjour. De droite, donc. L'historien bien connu Alain Boulaert. Bonjour. Et notre habitué des plateaux, le représentant de la France Insoumise, j'ai nommé Pierre-Yves Cadalen. Bonjour. On dit Cadalen ou Cadalin? Oui, Cadalin. Cadalin. Oui, oui. Enfin, certains disent Cadalen, il y a on pas peut, de problème. Mais toute ma jeunesse, on a dit Cadalin. Donc... Alors, on continuera à vous appeler Cadalin. Alors, moi, la première question que je voulais vous poser, Madame Melchior, c'est que le président Macron, qui est toujours un peu dans la séduction, qui flaire toujours le bon coup politique, a évoqué l'autonomie que les Corses attendaient. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, sachant que ça fait des mois qu'on en parle, que ça avait commencé un peu en Guadeloupe, c'est le ministre de l'Intérieur qui en avait parlé à la suite des émeutes, puis en Corse, après l'assassinat d'Ivan Colonna en prison, qui avait suscité donc pas mal d'émeutes, et donc une volonté du gouvernement de réamorcer le dialogue. Est-ce que c'est intelligent de céder une fois de plus à la violence en lâchant quelque chose ? Je ne crois pas qu'il ait cédé, que le président de la République ait cédé à la violence. Je crois que, comme vous l'avez rappelé, ça fait longtemps que cette demande existe, cette demande d'autonomie. Le président s'est rendu pour écouter justement les demandes, voir si elles sont possibles, parce qu'il a pris aucun engagement. Il a simplement dit aux élus locaux, mettez-vous d'accord. Ça reste à négocier. Et proposez-nous quelque chose. Je reviens dans 6 mois ou dans 1 an et on en reparle. Mais il ne s'est pas plus engagé que cela. C'est pas fait. Est-ce qu'on peut parler de peuple corse ? Est-ce qu'on pourra parler et introduire la notion de peuple corse dans la Constitution, Alain Boulaert ? Je sais qu'on a eu une discussion un jour à propos de la Bretagne. Et vous avez convenu qu'il n'y avait peut-être jamais eu d'État breton, mais qu'il y avait un peuple breton. Oui, je pense que là, c'est une donnée qui relève plutôt de l'ethnographie et de la linguistique que de l'histoire. Mais c'est vrai que du fait de son insularité, déjà, la Corse a une spécificité évidente. Ses liens avec l'Italie auparavant, son histoire de nationalisme très fort très tôt, et puis, qu'on le veuille ou non, il y a la personnalité de Napoléon Bonaparte, qui a quelque part à la fois renforcer la volonté d'autonomie, nous avons donné à la France un de ces grands hommes, et qui par ailleurs a aussi bloqué cette séparation de la France qui aurait pu intervenir, parce que quand on l'a racheté à Gênes, c'est un épisode là aussi qui marque l'histoire. C'est un sujet récurrent. Je me souviens de Raymond Barre disant, un peu exaspéré, alors ça fait 40 ans, on leur donne l'indépendance. Voilà. Hein, parce qu'en fait, personne ne veut de l'indépendance en Corse, pas plus en Corse que dans les dom-toms. Pour des raisons très précises, c'est-à-dire le financement. Oui. Voilà. Alors, Pierre-Yves Cadalen, bon, vous, ça vous plaît, ça, ce genre d'annonce, l'autonomie, détruire un peu plus l'État français, c'est quelque chose qui vous parle, non ? Non, évidemment, ceux qui aujourd'hui détruisent les services publics, vous le savez bien, c'est le gouvernement macroniste. Là, pour revenir vraiment, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le constat posé. L'insularité corse rend la situation corse singulière, et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut aussi tirer la leçon du dernier scrutin corse, puisqu'à plus de 70%, les Corses se sont prononcés en faveur des listes autonomistes et indépendantistes, les autonomistes étant majoritaires vis-à-vis des indépendantistes. C'est pas le cas en Bretagne. Nous avons, tout à fait, et nous avons dit dès la campagne présidentielle que l'article 74 de la Constitution, qui dispose par exemple du statut de la Polynésie française, pouvait être un outil pour accorder l'autonomie, une plus grande autonomie à la Corse. Nous pensons que il faut qu'effectivement ça ait un statut spécial, voilà, comme la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est encore autre chose. C'est un projet à venir. Mais donc l'article 74 peut être mobilisé de ce point de vue-là, et il me semble que cela va dans la bonne direction. Après, lorsqu'on pose le problème plus généralement, nous sommes attachés à la République, à l'unité du cadre républicain, et au fait qu'il est absolument décisif lorsqu'on parle de l'organisation territoriale. Si l'on veut la remettre en question, ça ne sera pas par bout de façon générale. Et nous revenons avec cette idée que nous portons depuis longtemps, celle d'une assemblée constituante, d'une 6e République, pour décider ensemble comment rapprocher les citoyens des institutions. Donc vous n'êtes pas pour une mesure particulière, pour un territoire particulier, vous êtes pour
un projet général pour l'ensemble des régions. Oui, alors je vous explique sur le cas de la Corse. En revanche, l'article 74 devait être mobilisé et que cela va dans le bon sens, que la discussion se poursuivra en effet avec l'Assemblée corse et que la volonté aujourd'hui du président Simeoni et d'inscrire la Corse dans la République toujours. Et enfin, ça, c'est très clair. Oui, enfin, en tout cas, on verra. Agnès, en tout cas, on est loin du compte. Ça démarre à peine. Il va y avoir des discussions. Il faut déjà que les Corses se mettent d'accord entre eux, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a le fond dans cette affaire. Sur le fond, moi, j'observe quand même qu'il y a une sorte de volte-face par rapport au discours qu'avait tenu le président de la République au moment de l'anniversaire de la mort du préfet Erignac, où il avait été beaucoup plus ferme sur les prix. Là, aujourd'hui, il en trouve une porte, mais il l'en trouve. Les deux chambres ont à se prononcer. On ne sait pas exactement quel est le contenu. Enfin, vous parliez de l'article 74. Moi, nous, ce que nous pensons, et je suis d'accord avec vous sur l'idée que l'idée aussi est de savoir où on met le curseur sur l'unité républicaine. Où commence et où se termine l'unité républicaine. Le chef de l'État a dit pas contre l'État. Pas contre l'État. Mais nous pensons que l'article 72 est d'abord l'article que l'on doit décliner. L'article 72, c'est la subsidiarité, c'est la libre administration des collectivités et les moyens financiers qui en découlent. Et contrairement à ce que j'ai entendu quelques temps après, oui, non, tout à fait, mais c'est bien pour ça que je suis assez perplexe. Contrairement à ce que j'ai entendu juste après l'annonce du président de la République à l'Assemblée de Corse, la Bretagne ne s'est pas engouffrée derrière pour demander plus d'autonomie, ce que nous avons appelé autonomie. Moi, je faisais partie du groupe autonomie qui travaille depuis de longs mois déjà au Conseil régional de Bretagne. Notre idée, c'est de demander plus de subsidiarité. Nous avons remis, le président Chénier Gérard a remis un rapport à la Première ministre. Et nous, ce que nous demandons avant tout, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est quoi? C'est la bonne compétence au bon échelon. Et donc, l'idée là-dedans, c'est que, évidemment, c'est un nouvel acte de décentralisation que nous demandons, non pas avec une nouvelle inflation normative, mais avec simplement une proximité qui, par ailleurs, nous permettrait de renouer avec le dialogue démocratique. Pourquoi ? Parce que le service aux citoyens serait mieux rendu. Plus de décentralisation, plus d'autonomie, ça rendrait le pays plus efficace, singulièrement en Bretagne. Les Bretons ont quand même, eux aussi, même s'ils ne sont pas comme les Corses, un certain sentiment d'une singularité. Je pense que c'est vrai partout. Alors souvent, on compare la situation à celle de l'Allemagne ou de l'Italie, dont il ne faut pas oublier que leur histoire d'unification est très récente. Elle remonte à 1870-71. Et ils ont ce qu'on appelle des Länder. Des Länder, ou bien beaucoup plus puissants des régions, en Italie aussi. Mais donc leur histoire est beaucoup plus récente, c'est-à-dire que chaque entité a subsisté beaucoup plus longtemps. Ceci dit, on le constate bien en France, vous direz assez facilement que vous êtes breton avant de dire que vous êtes français. Et de toute façon, dès que l'on parle entre français, moi je suis breton, toi tu es alsacien, voilà. Donc il y a un sentiment qui est d'ailleurs assez troublant, qui reste, et d'appartenance non pas aux régions qui ont été créées artificiellement, mais quasiment aux provinces antiques. Est-ce qu'il y a une demande réelle de l'opinion bretonne? On voit que les partis autonomistes font des scores très faibles en Bretagne. Je crois qu'il y a une demande très nette, enfin c'est mon sentiment actuellement, mais en tant que citoyen, qu'un certain nombre de décisions soient prises localement. Parce que les élus locaux, comme les habitants d'ailleurs localement, savent sans doute mieux, dans bien des cas, ce qui est bon pour eux que la technostructure de Paris ou de Bruxelles. Oui, mais vraiment... tout de même, Graziella Melchior, il y a eu des tentatives, des projets de décentralisation. Le dernier en date a été déposé sur le bureau du Sénat début juillet. Et on sent quand même un gouvernement très centralisateur, qui lâche rien. Est-ce que ça peut donner une impulsion, ce mouvement vers l'autonomie de la Corse? Oui, vous avez raison de le souligner. Effectivement, les députés dans leur ensemble, je crois, poussent vers plus de décentralisation, plus de différenciation. Nous sommes demandeurs, y compris à Renaissance, d'avoir droit à des expérimentations pour laisser plus d'autonomie, effectivement, aux régions. Dans quel domaine, Pierre-Yves Cadalen, vous semblerait-il essentiel? Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas les transferts de financiers avec les transferts de compétences, ça ne peut pas marcher. Si vous voulez, le problème essentiel, c'est celui de l'intervention citoyenne, là où elle est possible. Nous pensons que l'échelon, là où elle est le plus pertinente, la plus aisée,
c'est l'échelon communal. Donc il faut renforcer les communes, il faut renforcer dans les communes la possibilité des référendums d'initiative citoyenne et renforcer les moyens des communes. Car vous voyez, par exemple, la dotation aux collectivités territoriales, cette année, ne suit même pas l'inflation, c'est-à-dire qu'elle baisse. Eh bien, en faisant cela, on diminue les libertés communales. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut distinguer d'un côté l'identité culturelle. Chacun, d'ailleurs, a des appartenances multiples. Ici, à Brest, il y a des gens qui viennent parfois d'un peu partout. On a des étudiants internationaux, ça. Bref, il y a cette identité culturelle et il y a ensuite le contrat civique qui nous unit tous en tant que citoyens à égalité et dans le libre accès et égal accès aux services publics. Nous y reviendrons, je pense, dans l'émission, mais c'était essentiel et très important. Mais il y a eu un débat à l'Assemblée des régions de France, Agnès Lebrun, sur le Pass-Rail, un peu à l'exemple du Deutschland Ticket qui existe en Allemagne. Or, pour l'instant, le compte n'y est pas, pour reprendre une expression. Le sujet, vous disiez à l'instant, dans quel domaine? Bien, évidemment, le service le plus proche rendu avec la compétence la mieux exercée possible dans dans la meilleure des circonstances, c'est par exemple les mobilités. Nous sommes une péninsule. Péninsule, étymologiquement, c'est pas une insula, c'est-à-dire c'est presque une île. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bassin d'emploi, par exemple à Rennes, c'est pas du tout le même que le bassin d'emploi à Vannes face au golfe. Le bassin d'emploi à Vannes, il va être semi-circulaire puisqu'il a la mer en face. Brest, c'est la même chose. Après Brest, il y a Cap Cod, il y a pas mais j'en reviens à l'histoire du Pass-Rail. Le problème, c'est pas seulement d'avoir des tickets à un prix modéré, c'est aussi les infrastructures. C'est la raison pour laquelle, dans le contrat du plan État-région, nous exigeons davantage en matière de mobilité. Là, vous avez un projet sur 6 rails, 6 rames, pardon. Ce que nous pensons, c'est qu'il y a deux types, en quelque sorte, c'est la mobilité du quotidien et la grande mobilité. La mobilité du quotidien, c'est qu'effectivement, dans une stratégie de transition écologique à laquelle nous adhérons parfaitement, il est impératif de donner la possibilité de prendre le train sur les pour les petits trajets. Je pense à Morlaix-Roscoff, par exemple. Là, clairement, comme par hasard. Clairement, le compte n'y est pas, puisque dans le nouveau CPER, ce que on nous propose, ce sont des nouvelles études. Les études, moi, depuis que je suis élue en 2001, je connais des études. Donc, c'est pas raisonnable. Donc, il y a la ligne Brest-Quimper aussi. Brest-Quimper, exactement, c'est ce que j'allais dire. Sur les rails horizontaux, on a un certain nombre, on s'était battu pour les arrêts à Morlaix, par exemple, pour la TGV. Et là, vous allez réussir dans le contrat qui se négocie à obtenir des financements supplémentaires. Si vous m'autorisez, c'est l'investissement d'État. L'État n'est pas à la hauteur depuis longtemps sur le ferroviaire, qu'il a désinvesti le ferroviaire, qu'il y a eu beaucoup de disparitions de petites lignes. Et là, aujourd'hui, le président Macron dit planification écologique. Mais s'il veut faire une planification écologique, qu'il mette les moyens. Il parle de RER transmétropolitain, il dit 700 millions. Le Sénat, lui, chiffre entre 15 et 20 milliards. Donc c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'il faut, c'est de l'État, à la hauteur de l'urgence écologique, investisse massivement. Oui, encore avec 3 000 milliards de dettes, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Des problèmes financiers. On a quand même un petit problème financier. Et qu'on a un problème et qu'on a du mal à boucler notre budget. Il faudrait déjà entretenir. Mais pour avoir un exemple très concret sur ce que vous disiez, en quoi est-ce que, par exemple, la Bretagne demanderait quelque chose qu'on ne demanderait pas dans une autre région? Le président de la République a parlé de RER. Il faudrait des RER en province. Nous n'avons pas besoin de RER. Il existe déjà entre Rennes et Paris, si je puis me permettre. Quand vous prenez un TGV Rennes-Paris, c'est de fait un RER. Ce dont nous avons besoin, c'est des lignes à Redon, des lignes à Auray, des lignes à Saint-Brieuc, des lignes à Pontivy, etc. C'est ça la mobilité du quotidien. Et c'est une singularité. C'est comme celle de Perpignan. Bon, c'est une singularité bretonne. Parce que le temps passe. On va passer au harcèlement scolaire. Ça a été le grand sujet de la semaine, Grazia Melchior, le gouvernement et son ministre de l'Éducation, qui est une espèce de Gabriel Omania en ce moment, qui se déclare. Il a fait un assez joli coup sur la baya. Ensuite, c'est le harcèlement scolaire. Simplement, tout le monde applaudit parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas de suicides dramatiques et on aurait dû s'en occuper avant. Il y a aussi des exemples de lâcheté de chefs d'établissement qui n'ont rien voulu voir. Mais il y a aussi des effets pervers. Et ces effets pervers, certains magistrats commencent à dire « mais nous, on va être noyés sous le contentieux » et il y a un risque de délation aussi dans les établissements. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre?
Je pense qu'il faut d'abord avoir une pensée pour toutes les victimes de harcèlement, leurs familles, les enseignants aussi, parce que c'est très difficile quand un élève se suicide dans sa classe ou est victime de harcèlement. Donc je veux d'abord avoir cette pensée. Rappeler aussi que ce plan est inédit, ce programme, parce qu'il embarque... moi j'étais à la conférence de presse, il y avait 10 ministres présents. Donc ce n'est pas une affaire d'éducation nationale. Et le Premier ministre qui n'entend pas trop se laisser piquer la vedette, si j'ai bien compris. En tout cas, elle était très bien accompagnée par des ministres comme l'égalité aux droits des femmes, la secrétaire d'État aux personnes chargées de handicap. Enfin, bon, c'est comme un Tourcoing avec Darmanin. Elle entend affirmer sa présence. Peut-être, mais ça veut dire aussi que c'est interministériel et qu'on embarque tout le monde. Et je crois que c'est important qu'elle soit en première ligne. Et ce plan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prévenir, détecter et protéger. Et ça, c'est important de savoir que... donc, tous les personnels vont être embarqués par une formation, que des petits, il va y avoir des cours d'empathie pour apprendre à vivre ensemble. Alors les cours d'empathie, on va y revenir, je poserai la question tout à l'heure à Agnès, mais le recours systématique au procureur, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? L'essentiel, d'abord je partage tout à fait la pensée qui doit aller de ce plateau à toutes les familles, y compris d'ailleurs à tous les jeunes qui peuvent nous écouter et en souffrent, parce qu'il faut leur dire, il peut y avoir des adultes à vos côtés qui peuvent vous aider. De ce point de vue-là, les adultes en question, ce sont des enseignants, des CPE, des psychologues scolaires, des infirmières, et il n'y en a pas assez. Dans le budget de cette année, on prévoit 2500 professeurs de moins. Mais bon, il n'y a jamais assez de rien. 2500 professeurs de moins. Mais vous êtes d'accord avec le fait que dans beaucoup... Tout à l'heure, ça fait... Oui, mais ça s'appelle le partage des richesses et la République sociale. Non, on parle d'un problème sérieux. Non, mais excusez-moi, on parle d'un problème sérieux, d'un déficit de ce point de vue-là du service public qui ne parvient pas à répondre aux besoins, et je crois qu'il est important qu'il le fasse, notamment en insistant sur la prévention. Parce qu'il faut voir quelles sont les causes du harcèlement. Les deux principales causes, c'est les élèves qui soit sont en surpoids, dans de la grossophobie, soit les élèves LGBT, donc qui sont victimes d'homophobie. Et bien de ce point de vue-là, si vous voulez, il peut y avoir un travail de prévention. Il y a déjà une loi en 2001 qui a été adoptée et qui dit 3 fois par an, il faut des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors justement, il faut appliquer la loi de 2001, il faut mettre les moyens sur la prévention. Pour la plupart d'entre vous, été professeur, Agnès notamment. Est-ce que la mission de l'école, c'est de donner des cours d'empathie ? Ce qui est certain, c'est que la mission de l'école est de protéger les plus faibles. Si ce sont des cours d'empathie, et je suis assez... choquée, je dois dire, de cette petite moquerie un peu en coin de sourire qui voudrait dire que cours d'empathie, quelle est cette nouvelle trouvaille de salon ? Pas du tout. Il s'agit de quelque chose de tout à fait sérieux. Pour ma part, je vais vous dire quelque chose, c'est que avant l'affaire de Versailles et cette dénonciation d'un courrier épouvantable que chacun a pu lire de l'Académie, moi j'avais proposé à Jean-Michel Blanquer de mettre en place quelque chose que j'avais appelé l'empathie institutionnelle, vous voyez, dans les courriers spécifiquement. Donc on est en plein dans le sujet. À mon sens, on est en plein dans le sujet. Alors évidemment, dit comme ça, cours d'empathie, évidemment on innove. Donc on ne peut pas juger sur le mot qui désigne un contenu qui est absolument indispensable. Parce que quelle est l'idée dans cette histoire ? L'idée n'est pas seulement de protéger les harcelés. L'idée n'est pas de punir ou de sanctionner les harceleurs. L'idée est de dire à un enfant que quand il est dans le sanctuaire qu'est l'école, il a le droit à la protection. Et j'irais même beaucoup plus loin. Le harceleur a lui aussi droit à la protection. Je veux dire par là. Non, c'est pas un autre sujet. C'est pas un autre. Non, mais c'est tout à fait important. Ça veut dire quoi ? C'est que ces cours sont destinés à dire aux élèves, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, quel que soit, et on peut reparler de la tenue identique d'ailleurs, qu'on a à tort à mon sens appelée uniforme, de la tenue identique, qui peut vraiment donner confiance, parce qu'on n'est pas stigmatisé par ce qu'on est ou par ce qu'on porte. Apprendre à vivre ensemble, c'est évidemment une des missions de l'école. Alors justement, Alain, on va finir là-dessus parce que le temps passe, mais on dit souvent les enfants sont cruels entre eux, etc. Est-ce que l'école peut ajouter une couche supplémentaire par rapport aux parents efficace ? Alors là, c'est encore un problème historique, c'est-à-dire que le jour où on est passé du ministère de l'Instruction publique au ministère de l'Éducation nationale, on a changé de portage complètement. Et à la mission de l'école qui était d'instruire, comme le nom l'indique, c'est-à-dire d'apporter des savoirs,
on a rajouté cette dimension beaucoup plus importante qu'est l'éducation. Or, l'éducation, elle est le fait, normalement, au départ, des gens les plus proches, c'est-à-dire de la famille. Et ensuite de la société, c'est-à-dire que si on apprend à un enfant à être poli, etc. Donc, est-ce que... Et cette judiciarisation, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse ? Ça, c'est effrayant. Ça, moi, quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai un souvenir très précis où on m'a expliqué qu'à Paris, c'était donc dans les années 2002-2003, il y a un élève qui passait en conseil de discipline. Or, il faut savoir aujourd'hui qu'avant qu'un élève aille en conseil de discipline, il faut qu'il ait vraiment fait des choses très très graves, hein, parce qu'on parlait de la lâcheté des principaux, mais on demandait à ce qu'il n'y ait pas de vagues. C'était des instructions quasiment du ministère. Eh bien, cet enfant, il a eu son avocat. Ses parents ont payé un avocat pour aller devant un conseil de discipline d'un lycée. Et cette judiciarisation, qui est celle du monde actuel, ça pose effectivement problème, mais je suis d'accord aussi. Il faudrait se pencher sur le problème des harceleurs. C'est un vaste sujet. Parce que ce sont les harceleurs qu'il faut éduquer avant tout. Il y a toujours eu des victimes. Et les arrêter. Il y a toujours eu des victimes. C'est le sens de la prévention, d'ailleurs. Voilà. Il y a toujours eu des Alors justement, victimes, puisqu'on parle de la justice et le rôle de la justice, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, est à Brest aujourd'hui. Et à Morlaix tout à l'heure. Et est-ce que... Bon, il a embauché beaucoup de magistrats, en tout cas il a fait des promesses d'embauche, il a un budget comme on n'en a jamais vu. Est-ce qu'à votre avis, c'est suffisant ? Est-ce qu'aujourd'hui la justice en France est en mesure, Agnès Lebrun, de remplir son rôle ? Puis vous allez tous répondre les uns après les autres rapidement. Elle est en mesure de remplir son rôle si la réponse est réactive. Et si on reprend cette question de la sanction de celui qui harcèle, par exemple, comment voulez-vous qu'on comprenne une sanction si elle est différée à 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, etc. Donc, vous avez un ministre... la réactivité est essentielle. Absolument. Juste une question, Grazela Melchior. C'est un ministre qui devrait passer devant la Cour de justice de la République et qui a attaqué nominativement et très frontalement le syndicat de la magistrature. Est-ce que on est dans un exercice serein de la justice, là ? Je pense que c'est aussi le ministre qui a obtenu le plus gros budget, la plus grosse augmentation de budget. Oui, mais je pense que... il faut que ça arrive, parce que oui, mais les greffiers ça arrive, il l'a dit ce matin. Les surveillants de prison, pour l'instant, ils sont en grève. 187 magistrats et greffiers qui sont prévus pour la cour d'appel pour la cour de Rennes, et donc qui va répartir sur le territoire breton. Le syndicat de la magistrature, ce sont vos amis Non, c'est un syndicat qui défend effectivement le principe d'indépendance de la justice et le service public juridique, les droits civils. Je veux dire, il n'y a pas que le droit pénal, il y a aussi le droit civil. Quand les gens ont des problèmes, soit d'affaires familiales, soit de divorce, etc., eh bien, là aussi, le temps est tout à fait terrible. Et donc, il faut... Encore une fois, allez voir par exemple le collectif nosservicespublics.fr. Ils expliquent à quel point les besoins des services publics ont augmenté et les moyens n'ont pas augmenté. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, la judiciarisation dont on parle développe les procédures et c'est tout à fait légitime en matière de violence intrafamiliale, de violence conjugale. Mais ça développe les procédures et la justice est de plus en plus noyée aujourd'hui. Il faut mettre les moyens en face des besoins. Oui, vous dites toujours ça, mais on n'arrive plus à boucler le budget. Et boucler le budget, c'est obtenir 40 milliards de l'Europe. C'est la contrainte. Regardez, si les 150 milliardaires, on les faisait payer l'impôt au même titre que les gens qui payent l'impôt sur le revenu, comme nous, comme vous, là, ici, eh bien... ça sera 18 milliards de recettes fiscales par an. Je veux dire, il y a de l'argent, mais sauf que les plus riches aujourd'hui font sécession du... Mais vous reprenez le vieil argument. C'est important, la République. Je proposerais, en réponse très lapidaire à tout ce que développe avec une grande constance qu'il faut lui reconnaître, Pierre-Yves Cadalin, moi je propose qu'on fasse disparaître de la langue française le mot gratuité. Parce que le mot gratuité, c'est votre... Le pape ne serait pas d'accord, on parlait du pape avant l'émission. C'est votre traduction du service public. Un service public n'est efficace que si celui qui en bénéficie en a la conscience, s'il est responsabilisé. C'est le principe de l'impôt, Madame Lebrun. Alors, le consentement à l'impôt, oui, mais moi je parle de gratuité au sens où on donne l'impression aux gens
que finalement, il y a une énorme corne d'abondance dans laquelle tout le monde peut se servir. Pour finir, Alain Boulère va dire un mot. Ils ont des problèmes à l'école. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on se met toujours, et pour moi, c'est l'un des problèmes de notre société, sur la question budgétaire. Or, on le voit bien avec l'éducation nationale. Le budget de l'éducation nationale n'a pas cessé d'augmenter depuis 1980. J'ai regardé en chiffres. Le coût par élève n'a cessé d'augmenter. Et là, on est en plein dans le service public par excellence. Donc, on est mal géré. Mais je pense que, par exemple, le rétablissement des juges de paix... Il vient d'augmenter, Attal. 730 000 agents. On parle des années 80. En 40 ans, il y a moins 40% en parité de pouvoir d'achat. Je veux dire par là que, par exemple, si on rétablissait les juges de paix pour régler la plupart des problèmes de voisinage qui encombrent les tribunaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se résoudre tout simplement avec des discussions sereines. Merci Alain Boulère, merci à vous toutes, à vous tous. Vos suggestions, on les portera au ministre de la Justice que nous recevons dans le face au lecteur du Télégramme. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités dans un nouveau Café du Commerce.